On parle beaucoup du CARICOM, mais l'un des problèmes de la vie chère aux Antilles-Guyane, c'est qu'il n'y ait pas d'accord de libre-échange avec les pays de la Caraïbe et des Amériques. Vous en pensez quoi? C'est un sujet très important. Effectivement, il n'y a pas d'accord de libre-échange. Cette signature à CARICOM est un pas. Maintenant, il faut savoir ce qu'il y a dedans, jusqu'où nous allons dans cette intégration à la CARICOM. Mais moi, je pose un problème. Le problème, c'est l'enchevêtrement des dispositifs de la réglementation. Nous, Martiniquais, nous sommes liés à une réglementation nationale, une réglementation européenne, à des normes européennes, à un marché européen, et on se voit aujourd'hui adjoindre peut-être à un marché caribéen. Donc, il y a un enchevêtrement de dispositifs, et à mon sens, il faut mettre un peu d'ordre dans tout cela, pour qu'il y ait de la visibilité pour les entreprises, de la visibilité à la fois pour les consommateurs, aussi parce que c'est important. Donc, c'est un pas, c'est un très bon pas, certes, mais il y a aussi son lot de désavantages. Parce que quand on arrive dans un marché libre, dans une zone, c'est-à-dire qu'il y a une concurrence. Et est-ce que nos entreprises sont aujourd'hui capables de rentrer en concurrence avec des entreprises de la Jamaïque, avec des entreprises de Barbade? Tout ça, mais ce sont des questions qu'il faut se poser. Mais en tout cas, on part sur le bon bout en y intégrant la CARICOM. Pourquoi la Corse a-t-elle autant d'avantages vis-à-vis des territoires des Antilles-Guyane? La continuité territoriale en est un exemple frappant. Et en plus, individuellement, nos territoires rapportent plus à la République que la Corse. Oui, vous prenez l'exemple de la continuité territoriale, c'est l'exemple parfait qui démontre qu'il y a des disparités entre la Corse et nos territoires, alors que nous nécessitons beaucoup plus de continuité territoriale. Or, c'est la Corse qui bénéficie beaucoup plus de dotations en matière de continuité, que ce soit sur les marchandises, donc les biens, mais aussi les personnes. Donc ça, c'est une très grosse difficulté. Pourquoi ça arrive? Pour plusieurs raisons. Je vais parler d'une raison tout d'abord historique. Il ne faut pas se cacher. La Corse, on voit la population de Corse et on voit la différence qu'il y a avec nos populations. Ça, c'est évident. Deuxièmement, de stratégie politique. La stratégie politique corse a été totalement différente de la nôtre. Et puis, lorsque les Corses vont à Paris pour négocier, ils y vont tous, ensemble. Que ce soit des politiques, que ce soit les entreprises, que ce soit la population qui est derrière. Alors que nous, ce n'est pas le cas. Donc voici pêle-mêle les raisons, mais il faut essayer de gommer tout ça, au moins arriver à des niveaux qui font que nous ayons mieux de continuité territoriale, plus de continuité, mais là ça passe aussi par aussi de l'idéologie politique, parce que sommes-nous concrètement dans une idéologie pour plus de continuité ou sommes-nous dans une idéologie vers plus de différenciation? Voici les questions qu'il faut se poser. Comment se fait-il qu'un pays grand comme Saint-Domingue arrive à très bien gérer le problème des sargasses? Leurs grandes plages et leurs villes n'en pâtissent pas, contrairement à certaines de nos villes. Quelles seraient les solutions? Alors pourquoi ça arrive? Saint-Domingue est un État souverain. Donc Saint-Domingue, avec sa propre législation, arrive à travailler beaucoup plus rapidement sur la question des sargasses. Et puis ils peuvent utiliser l'armée, alors que nous, on ne peut pas le faire. Ça, c'est une première raison. Que faut-il faire? Il y a eu un pas, le pas du GIP, sargasses, donc de ce fameux service public de traitement des sargasses, mais les choses ont pris trop de temps pour signer des conventions entre collectivités. Ça a pris 1 an. Donc déjà, on est dans une machine administrative qui est trop lourde. Il faut de la simplification. Ensuite, nous sommes sur des expérimentations. C'est trop long. Là aussi, la population n'a pas le temps d'attendre. À mon sens, il faut beaucoup plus de caractère opérationnel des choses. Et on a du mal avec ça. On a du mal avec le caractère opérationnel. On est beaucoup dans la prospective, dans de la documentation, on est très peu sur de l'opérationnel. Il faut enchaîner sur de l'opérationnel et pour ça, il faut lever les freins,
Il y a certains freins qu'il faut lever concrètement. Et ça, on peut le faire. Et ce n'est pas en faisant une incantation qu'on y arrive, mais c'est pour s'asseoir et en disant État, région, collectivité, bon, l'État, c'est à vous de prendre vos responsabilités, puisque c'est de votre responsabilité de gérer les sargasses. Donc, il faut taper du poing sur la table. Pas plus tard qu'hier, j'ai eu à m'entretenir avec finalement le responsable de l'ARS qui va gérer la partie santé environnementale autour des sargasses. Nous sommes en 2025, alors que les choses ont dû être faites depuis plus longtemps. Donc là aussi, le temps est trop long chez nous. Il faut taper du poing sur la table. Et en tout cas, je m'y attelle pour ça. À votre avis, quels sont les 3 projets prioritaires majeurs à développer en Martinique? Je suis co-rapporteur d'une mission sur la démographie par la délégation aux Outre-mer de l'Assemblée nationale. Et on va vers le mur. Dans quelques années, nous serons moins de 250 000 habitants si on ne fait rien. Ce qui veut dire que nous n'aurons plus de marché, plus d'économie, que nos services publics seront surdimensionnés alors qu'ils sont sous-dimensionnés pour la plupart. Donc, il faut pouvoir agir dessus. Et agir dessus, à mon sens, il faut agir sur la formation, donc tout ce qui est autour de la formation, pour que nos jeunes et moins jeunes puissent rester et être bien formés, ou alors qu'ils puissent éventuellement partir, mais revenir parce qu'ils savent qu'il y a de la formation de qualité. On doit agir sur l'industrie, parce qu'aujourd'hui, bien que nous ayons une part d'industrie plus importante que la France hexagonale, on doit investir, à mon avis, dans l'industrie. Et puis, il y a l'agriculture. À mon avis, l'agriculture et la pêche, ce sont des vecteurs essentiels de notre économie. Et aujourd'hui, ça végète, pardonnez-moi l'expression, autour de ça. Si je veux mettre un 4e point, ce serait à mon sens le tourisme. Le tourisme. Pourquoi le tourisme? Parce que je ne vais pas parler des plages. Si je mets une plage de Martinique à côté d'une plage de Saint-Domingue, on ne va peut-être pas faire la différence. Par contre, nous avons des structures autour de tout cela, de qualité. Nous avons des hôpitaux quand même. On a quand même des soins quand même de qualité quand on regarde notre environnement cordial. Nous avons des commerces, nous avons des services quand même de qualité. Et on peut attirer, le Chaland peut attirer des touristes, mais pour ça, il faut avoir de l'ingénierie. Et je pense que le tourisme aussi, c'est un vecteur très essentiel à mon sens pour notre économie. Certains sont favorables à une part de proportionnelle pour les prochaines législatives. Plusieurs critères semblent être retenus. Quelle est votre position? Mon positionnement là-dessus. Alors, sur la proportionnelle, oui, ça a été remis sur la table par le gouvernement Bayrou et notamment par le Rassemblement national. La proportionnelle ferait qu'il y ait beaucoup plus de démocratie dans la représentation par les élus. Mon avis est le suivant. Aujourd'hui, les gens ne votent pas. Les gens ne votent pas. Pourquoi ils ne votent pas? C'est pas par mettre de la proportionnelle ou pas que les gens iront voter. Non. La proportionnelle, en fait, est là pour gommer l'absence de représentativité parce que les gens ne votent pas. Il faut d'abord travailler sur le fait que les gens ne votent pas. Ça, c'est mon avis. Ensuite, sur la proportionnelle, écoutez, pourquoi pas? Pourquoi pas? En soi, les critères qui ont été abordés, les critères de proportionnelle avec cette part supérieure pour le gagnant, on voit ce que ça donne pour la CTM, hein, sur la représentation. Donc, il faut jouer aussi sur la part du gagnant. Il faut jouer aussi sur ces critères-là pour éviter que la démocratie ne soit dévoyée. Mais les travaux sont en cours et on sera très vigilant à ce sujet. Le gouvernement Bayrou a déjà prévu 50 milliards d'euros d'économies en 2025 en taillant dans les dépenses de l'État, des collectivités et de la sécurité sociale. Il est aussi prévu 40 milliards pour 2026. Et dans un autre temps, des milliards français d'euros partent en Ukraine. Quelle est votre analyse? Écoutez, vous faites vous-même l'analyse avec votre question. Oui, des milliards d'euros vont en Ukraine, sur la guerre
concernant la guerre en Ukraine, des milliards d'euros d'avantages fiscaux pour les grandes entreprises, des très grandes entreprises qui n'ont jamais été aussi gras et puis épais, hein, comme on peut dire. Donc, il faut d'abord tailler dans tous ces avantages fiscaux. C'est mon avis. Ensuite, oui, il faut que l'État, dans son fonctionnement, je dis bien, dans son fonctionnement, soit exemplaire. Aujourd'hui, l'État n'est pas exemplaire dans son fonctionnement. Les collectivités non plus. Ça, on le dit, on ne dit pas forcément. Il y a des collectivités qui sont exemplaires, qui font déjà des tailles exceptionnelles dans leur propre budget. Mais ça ne suffit pas. Il faut d'abord être exemplaire pour demander aux autres de l'être, pour demander aux citoyens, aux administrés, aux contribuables d'être exemplaires avant de taper dans leur poche. Quand j'entends qu'on va faire des économies de la sécurité sociale, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire des remboursements de certains médicaments, donc augmentation pour les mutuelles, des mutuelles qui vont augmenter, et ça veut dire que c'est Timalera qui est point fait. Concrètement, non, moi je ne suis pas pour. Il faut d'abord que ça passe par le haut. L'exemple vient d'en haut, ça vient de l'État, ça vient des grandes entreprises, parce que depuis 2017, on dit pas d'impôts supplémentaires. Ok, pas d'impôts supplémentaires, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais les cadeaux fiscaux, on a eu le Covid. Et après le Covid, ce sont les grandes entreprises qui n'ont jamais fait autant de bénéfices. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il faut rétablir un juste équilibre entre les gens. Il faut plus d'équité fiscale. Il ne faut pas abattre fiscalement les classes moyennes. Il faut un peu plus de justice fiscale plutôt que de faire ces incantations de réduction, d'économie à 40 milliards par-ci, 50 milliards par-là, alors qu'il y en a qui en ont besoin et il y en a d'autres qui n'en ont pas besoin. Donc plus d'équité fiscale à mon sens. Quels sont vos modèles d'hommes politiques? Les modèles d'hommes politiques. Alors, vous savez, j'ai 40 ans cette année. Dans un mois, je vais dire, et je regarde par-ci, par-là, ceux qui étaient là avant moi, ceux qui sont là aujourd'hui, et ceux qui seront là par ailleurs. Moi, d'abord, ce que je regarde, c'est l'éthique, la présence. Comment un politique se présente, ce qu'il dit, sa probité. Et incontestablement, nous avons très peu d'hommes et de femmes politiques qui ont ces qualités-là. Néanmoins, mes modèles politiques, moi, tout dépend des périodes, je vous avoue, tout dépend des périodes. Moi, j'ai aimé le positionnement de Jacques Chirac au moment de la guerre en Irak. Droit dans ses bottes. Et il a bien fait, d'ailleurs. Moi, j'ai aimé Badinter. Moi, en tant qu'avocat, j'ai aimé Badinter, sa prise de position concernant l'abolition de la peine de mort. Alors qu'il n'avait pas la majorité. Alors qu'il ne l'avait pas. J'ai aimé son positionnement à ce moment-là. Vraiment très fort. Donc, et ici en Martinique, il y a des hommes et des femmes politiques de qualité. Hein. Moi, je vois les prises de position qu'a eu notamment Fred Montieu sur des dossiers comme les Sargasses. Il n'a pas attendu de l'État, il l'a fait lui-même. Ça, ce sont des hommes et des femmes politiques qui méritent le respect et qui font pour la population, qui ne sont pas là pour eux, mais pour les autres. Avez-vous quelque chose à rajouter? Alors pour ma part, je suis dans une actualité législative dense, où une proposition de loi va intervenir, une proposition de loi qui m'est chère sera à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale le 6 mai, concernant les avis à victimes, les victimes déposant plainte et malheureusement classées sans suite. Ça a été un travail de longue haleine, donc suivez mon actualité là-dessus. Ce que j'ai à dire aussi, je vais me tourner vers la jeunesse. Surtout, courage. Si vous voulez entrer en politique, écoutez, mais prenez vos propres décisions. Ça, c'est important. Prenez vos propres décisions. Pas quitter personne, mettez un petit bête en tête autres. Allez-y à fond et documentez-vous. Soyez fort dans vos têtes et comme ça, vous serez les hommes et les femmes de demain
qui gouverneront ce pays.